Now, baby, how are you? She replied, I'm fine, I'm fine, I'm fine. And I said, that's true. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fou de Foot, l'émission qui commente, analyse, décortique toute l'actualité du FC Nantes. Les Canaries vont pouvoir passer les fêtes de fin d'année au chaud et à une confortable 5e place de Ligue 1. On va revenir sur les 2 matchs de la semaine face à Angers et la nouvelle victoire face à Amiens. C'était hier soir lors de la 19e journée du championnat de France de Ligue 1. Et puis on reviendra également sur cette première partie de saison plutôt bien gérée par Ranieri et ses hommes. Un dossier moins bien géré en revanche, c'est celui de Léo Dubois sur le départ en fin de saison annoncé à Marseille puis à Lyon, avant peut-être d'autres destinations, Nice ou Monaco, pourquoi pas. Bien, on va s'intéresser à son cas avec nos invités. Et pour commencer, François Bourget, ancien responsable du centre de préformation du FC Nantes et aujourd'hui entraîneur du club de Saint-Hubert à Montréal. Bonjour François. Bonjour Olivier. Avec vous, un journaliste, bien évidemment, comme chaque émission, c'est Jean-Marcel Boudard de Ouest France. Bonjour Jean-Marcel. Bonjour. Et on commence avec vos coups de cœur, coups de gueule. C'est parti. Coup de cœur, coup de gueule avec vous, François. Coup de cœur ou coup de gueule? Coup de cœur quand je vois l'article hier matin dans l'équipe au sujet d'Abdou Touré. Abdoulaye Touré, que j'ai eu l'occasion de côtoyer il y a quelques temps lorsque j'étais entraîneur à la préformation, effectivement. Et ça fait un grand plaisir de le voir reconnu enfin au niveau national. Jean-Marcel, coup de cœur ou coup de gueule? Coup de cœur aussi, ce sera l'actualité. J'ai parti à l'actualité, c'est le but à l'arraché d'Emiliano Sala hier soir, la 92e, qui met en lumière. Un but à la nantaise, en fait. Un but à la nantaise. Non, mais déjà parce que ça met en lumière un excellent début de saison du FC Nantes, mais aussi une continuité de ce qui se fait depuis sur l'année civile 2017, puisqu'ils ont pris, je crois que c'est l'équivalent de 65 points en 39 matchs. Et puis c'est un but qui en dit long. Enfin, on a vu Salah qui, à un moment, à 15 minutes de la fin, il n'en pouvait plus. On croit qu'il va lâcher. Et non, il va ramener quelque chose un peu d'inespéré hier soir et qui est à l'image du joueur aussi. C'était son 7e but de la saison à Emiliano Sala. Alors avant de parler justement de ce début de saison, je voulais revenir sur une info qui est parue dans Presse Océan cette semaine, reprise par le quotidien L'Équipe. Regardez, le FC Nantes envisage de quitter la Jonelière qu'il occupe depuis 1978. Valdemar Kita souhaite 5 à 6 hectares de plus. On rappelle que la Jonelière en fait déjà 14 hectares. Alors après le Yellow Park, le nouveau stade, un nouveau centre d'entraînement également. Est-ce une bonne idée, Jean-Marcel? Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais ça obéit à 2 logiques complètement différentes. Je pense que si Valdemar Kita avait la possibilité de se développer à la Jonelière sur le site actuel, il resterait là. C'est plutôt, je pense, une menace aussi pour essayer de faire avancer quelques projets, puisqu'on sait que le site est un peu à saturation, notamment pour les féminines, pour trouver des terrains, et puis aussi pour réorganiser les lieux. Donc on a le sentiment que le FC Nantes, qui avait beaucoup d'avance, en tout cas à la jaune sur plusieurs années, Ouais. l'a peut-être aussi un peu perdu sur certains centres d'entraînement aujourd'hui. Et la difficulté, c'est qu'ils sont sur un site classé Natura 2000 qui leur empêche aussi toute possibilité d'extension. La Jonelière est trop vétuste, François, vous qui avez traîné vos guêtres dans ces bâtiments pendant plusieurs années, parce que vous avez été aussi au centre de formation en tant que joueur. Elle est trop vétuste, la Jonelière, faut changer? Bon, moi, j'y suis pas retourné récemment, mais effectivement, il faut peut-être la moderniser. Mais effectivement, c'était avant-gardiste en 78. Et alors, autant le site en lui-même que l'esprit qui y habitait. Bon, je pense que ça fait partie de l'histoire du FC Nantes. Si les dirigeants actuels veulent la moderniser ou faire évoluer les choses, ça leur appartient. Je dis simplement qu'on peut y faire sans doute encore de belles choses dans cette Jonelière-là. Mais Quitter la Beaujoire et la Jonelière quasiment en même temps, c'est quoi? C'est tourner le dos au passé? C'est Valdemar Kita qui veut marquer de son empreinte son passage? Comme je disais, c'est vraiment 2 logiques différentes. Là, je ne pense pas que la Jonelière est vétuste. C'est juste le centre a besoin de nouveaux équipements, de terrain. Enfin, c'est aussi du fonctionnel aussi, parce qu'il y a beaucoup plus d'équipes qu'il y a pu avoir. Donc, et puis il y a une volonté aussi de réorganiser entre le monde pro et puis la formation. Donc c'est d'abord pour des besoins techniques, alors que pour le stade, c'est pour il y a une opération immobilière, il y a une volonté de développement, enfin c'est un outil de développement, c'est complètement différent. Alors selon nos informations, Valdemar Kita voudrait 8 à 9 terrains sur ce nouveau centre.
On parlait de Vigneux de Bretagne à l'origine. Finalement, il avait des vues, hein, Valdemarquita, sur un terrain Vigneux de Bretagne. Ça ne se fera pas à Vigneux de Bretagne, mais plutôt dans la proche banlieue nantaise. En tous les cas, on suivra ce dossier. Peu de monde aurait parié, et vous les premiers, j'imagine, que Nantes serait 5e à la trêve. Les hommes de Ranieri qui n'ont d'ailleurs plus quitté cette place depuis la 8e journée. Regardez les stats des Canaries depuis le début de la saison. Ils sont donc 5e avec 33 points, 19 matchs, 10 victoires, 3 nuls, 6 défaites, 18 buts marqués, 18 buts encaissés. La 3e défense et la 13e attaque. Et les hommes de Ranieri, bien qui ont terminé cette première partie de saison sur un nouveau succès. C'était à Amiens hier soir. Jean-Marcel en parlait à l'instant. Ce but de Salah, on va le revoir avec ce résumé de Julien Herpin. Regardez. Il est décidément le Zorro des Canaries. 92e minute hier au stade de la Licorne, 0-0 entre Amiens et Nantes. Le moment choisi par Emiliano Sala pour surgir et donner la victoire au FCN. Jusque-là, rien n'avait été simple pour les Nantais, sauvés par leur gardien sur ce coup franc lointain de Kakuta. Chanceux sur cette occasion de Gakpé en fin de match. Avec ce succès, les hommes de Ranieri confortent leur 5e place au classement. Ils comptent désormais 6 points d'avance sur le 6e. Incroyable quand on pense que l'an dernier, à même date, le FCN était dans les tréfonds de la Ligue 1. Alors regardez les résultats de cette 19e journée, les autres résultats avec notamment la victoire de Paris face à Caen 3-1, celle de Metz qui se rebiffe 3-0 face à Strasbourg et la victoire de Montpellier à Bordeaux où rien ne va plus, 2-0. Ce qui nous donne à la mi-saison le classement suivant, Paris premier avec 50 points, derrière suivent Monaco et Lyon 41 points et Marseille 38 points. Le FC Nantes est donc 5e avec 33 points. Lille, Angers et Metz ferment la marche. Alors avant de parler de Nantes, est-ce que vous avez aimé déjà cette première partie de saison, Jean-Marcel, avec tout ce qu'on pouvait attendre, les arrivées de Neymar, de Mbappé, le Paris Saint-Germain tout feu tout flamme. Ça vous a plu tout ça ? Moi, j'ai trouvé ça pas mal, pour la Ligue 1 en tous les cas. Il y a encore une journée assez prolifique hier en but. Il y a aussi des promus. 28 buts, il y a aussi des promus surprenants. Et puis, ce qui nous concerne, nous, plus localement, c'est vrai qu'il y a, pour l'instant, c'était peut-être pas inespéré, parce qu'il y a quand même une bonne fin de saison l'an passé. Je dirais que c'est plus une confirmation. Et c'est plutôt, pour la première fois, on a le sentiment qu'il y a de la sérénité autour du club depuis bien longtemps. Donc, On va y revenir dans un instant, justement, sur le cas nantais précis. Quel est le regard que vous avez, vous, l'ancien Nantais, exilé à Montréal, sur ce championnat de France? On en parle beaucoup là-bas ou pas? Oui, on en parle et les matchs sont diffusés chaque week-end là, sur TV5 Monde. Donc on a souvent l'occasion de voir les mêmes équipes, Paris Saint-Germain, Lyon, Marseille, Monaco. C'est vrai que le Paris Saint-Germain paraît une longueur d'avance sur bien de ses concurrents, mais je suis agréablement surpris. Non, je continue de suivre l'évolution d'un Lyon. En fait, c'est plus les coachs que je regarde et leur évolution, leur manière de faire jouer. Et puis je m'aperçois qu'une équipe comme Amiens, finalement, elle est tentée pour produire un certain type de jeu, du moins sur certains matchs, sur le si peu que j'ai pu voir. Ça, c'est encourageant aussi pour le niveau global du championnat de France. Alors, les Canaries qui finissent donc 5e cette première partie de saison. Comment vous qualifieriez justement ces 19 premiers matchs? Déjà, est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué, Jean-Marcel? Alors, il y a un match qui m'a marqué, c'est la victoire contre Monaco. Malheureusement... Toute fin de rencontre également, là. Oui, mais au-delà du but en fin de rencontre, c'était le jeu qui a été produit. Et alors, Nantes est souvent vilipendé par rapport à un manque de spectacle, à une équipe à l'économie. Je trouve que c'est une équipe qui a le potentiel de faire mieux. Elle l'a montré comme Monaco. Seulement, elle s'adapte aussi à ses adversaires. Donc voilà, c'est le match qui m'a marqué. Oui. Alors, on va revenir sur différents moments de cette première partie de saison. Parce que quand on se rappelle des 2 premiers matchs, et on va revoir quelques images, on se dit que ce n'était pas forcément gagné. La défaite, 3-0 à Lille, puis la défaite face à Marseille juste après. Est-ce qu'on se dit que Ranieri, c'est finalement une erreur de casting au bout de 2 journées? Et on voit le visage de Valdemarquita d'ailleurs. François? Non, c'est simplement que tout coach a besoin d'un temps d'adaptation pour mettre sa patte. Et je pense qu'il lui a fallu à lui aussi du temps. Et il en a peut-être moins fallu à ce genre de coach expérimenté. Vous pensez qu'avec un autre coach moins expérimenté, ça aurait pu prendre plus de temps?
Oui, ça aurait pu. Ça aurait pu. Maintenant, il n'y a pas de vérité. Je pense que Conceição est rentré l'année dernière très très bien dans le sujet et avec des intentions très très agressives dans la manière de récupérer le ballon. Ranieri semble avoir la volonté de faire des séries, d'amener de la régularité dans les performances de ses joueurs. Voilà, je pense que les choses devaient se mettre en place et puis ça a pris quelques temps. Voilà. Qu'est-ce qui les fait basculer justement à partir de la 3e journée? Ils s'imposent à 3, 1-0, un but de Salah justement. Puis derrière, ce sont 8 matchs sans défaite, Jean-Marcel. Ça a été quoi le déclic? Je pense que le déclic, c'est peut-être la gifle qu'ils prennent à Lille. J'y étais, c'est vrai qu'il y avait des choix déjà très surprenants, puisqu'il y avait, je crois que c'est Kofi Djidji qui joue arrière droit, Léo Dubois arrière gauche, Lima qui est remonté au milieu de terrain. Enfin, déjà, quand on voit la composition d'équipe, on n'aurait pas parié un copec. Et puis, finalement, il passe à travers 3-0 et il n'y a pas photo, quoi. Donc, on dit que la saison va être longue et difficile. Et je pense qu'ils ont vite resserré les boulons. Ils ont eu conscience aussi qu'il leur fallait du temps, qu'ils avaient besoin de temps pour travailler. Ça a été une des forces de Ranieri aussi. Il sait que pour avoir du temps, faut avoir des victoires. Elles ne sont peut-être pas très belles. Celle de 3 en infériorité numérique n'était vraiment pas belle. Mais en tous les cas, il a su profiter de ce temps-là pour continuer de travailler et pour imposer un schéma de jeu qui était un peu différent de celui de Conceição. Alors cette belle série, et pourtant... et nous les premiers, les critiques pleuvent sur le jeu proposé. Est-ce que vous avez été sévère, vous aussi, à cette époque, sur une équipe qui gagne, mais qui ne produit rien? Alors moi, je ne suis pas élevé au jeu à Nantes, donc je suis peut-être un peu plus indulgent que mes confrères. Je suis peut-être un peu plus centré sur le résultat. Parce qu'on revoit des images, ça gagne malgré tout. Alors certes, c'est sur coup franc, c'est une frappe... il en marque un comme ça, Giroto, il n'en marquera pas deux. En même temps, Ranieri ne nous a trahi personne. Il est arrivé, il a dit laissez-moi un peu de temps, je me donne jusqu'à octobre, novembre pour travailler, mettre mon équipe en place. Et à partir de novembre, ça commencera à produire ses résultats. Et il a eu la chance de gagner très très vite, ce qui lui a laissé un peu plus de temps. Et on est arrivé à peu près au mois de novembre, où alors là, il avait un calendrier beaucoup plus compliqué, donc c'est peut-être plus difficile de se faire une idée précise. Mais je trouve qu'il a trahi personne, et puis que Nantes a, en tous les cas, alors on aime ou on n'aime pas, mais a une vraie philosophie de jeu Parce aussi. Que finalement, ce jeu assez défensif, est-ce que ce n'est pas le jeu qu'on retrouve dans un grand nombre d'équipes de la Ligue 1 et même d'autres championnats? Sauf que Nantes, ça gagne, les autres équipes, ça ne gagne pas forcément, François. C'est ce qu'on peut retrouver apparemment quand je regarde un petit peu les émissions et quand j'écoute et que je lis les commentaires. C'est effectivement ce manque de volonté offensive, cette prudence-là qui prédomine dans bon nombre de matchs, donc dans bon nombre d'équipes. Maintenant, Nantes, ça gagne. Ça gagne par un petit but d'écart. Puis aujourd'hui, ils sont 5e. C'est 10 matchs sur 19. C'est 10 matchs avec un but d'écart. Et 7-1-0. Pour une victoire. Et 7-1-0. Ça peut satisfaire un certain nombre de personnes. Alors, à commencer par les joueurs, à commencer par un coach ou un staff, un président éventuellement. Bon, après, c'est une manière de faire. Et puis, il y a d'autres manières de faire. Et dans les autres manières, il y a des choses plus élégantes, plus chatoyantes, plus... Après, c'est toujours allier le beau et l'efficacité. Des fois, c'est pas facile. Il y a des équipes qui veulent jouer, qui perdent. On pense à 3, notamment, de Jean-Louis Garcia, et ça ne gagne pas forcément. Après, on va revenir sur ces 6 premiers mois aussi, Jean-Marcel, de Claudio Ranieri. On attendait de voir, on a vu. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous a déplu également chez cet entraîneur? Ce qui me plaît, c'est... je crois que c'est quelqu'un de très rationnel, qui sait utiliser les joueurs, qui a une vraie connaissance aussi des joueurs, qui nous a aussi apporté un autre regard. Enfin, lui considère par exemple que Lima n'est pas un vrai arrière-gauche, alors qu'on avait fait un titulaire indiscutable. Donc il a une autre vision, et il met Kofi Djidji, qui même s'il a des limites sur l'apport offensif, s'avère aussi précieux à ce poste-là. Donc il a aussi lancé des gens comme Abdoulaye Touré, que personne n'a osé faire confiance sur la durée. Donc ça, moi j'ai plutôt bien aimé. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il n'explique pas toujours ses choix. Voilà, il reste très secret, il parle très peu de jeu. François, il a fait monter d'un cran le club, cette équipe nantaise, dans la hiérarchie des clubs français. Alors au classement, on le voit. Mais concrètement, est-ce que Nantes peut aller, on revoit le classement, se battre dans le top 5-6 de championnat? Le regard que je porte, moi, il est plus par rapport aux joueurs. C'est-à-dire que quand
je me réfère aux joueurs que j'ai pu côtoyer à un moment donné, qui sont devenus grands et donc des titulaires à part entière dans cette équipe-là. Et je me dis, depuis un an, là, ils côtoient des entraîneurs étrangers qui amènent une autre culture, c'est un grand mot, mais en tout cas une autre approche. Une vraie rigueur aussi. Ouais, sans doute plus de rigueur. Et puis une vraie force aussi. Une vraie force. Alors Conceição avait sans doute sa manière de faire les choses. Là, c'est Claudio Ranieri. Il est quand même reconnu pour un certain nombre de choses, avec notamment son titre à Leicester il y a quelques temps. Bon, voilà, ça place cet entraîneur-là quand même parmi les entraîneurs internationaux connus et reconnus. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, les joueurs qui sont au contact de ce coach-là doivent apprendre beaucoup. Et c'est là que je trouve les choses très intéressantes. Les joueurs l'aiment bien, en tous les cas, c'est les retours qu'on a pu avoir. Et notamment, un joueur qui doit être heureux d'être dans cette équipe de Claudio Ranieri, c'est cet homme, Abdoulaye Touré. Vous l'avez eu, François, vous le disiez tout à l'heure, au centre de préformation. C'est une surprise de le retrouver là, quand on se rappelle de son début de carrière compliqué il y a 3-4 ans. J'aimerais dire non. Enfin, quand on est formateur et qu'on croit dans ses joueurs, c'est quelqu'un que j'aurais projeté. Ouais. Après, avec tous les aléas que la formation, la constitution d'un joueur pro représente. Mais il faisait partie de vos projections Abdou, déjà, sur le plan morphologique, on savait qu'il allait être grand et costaud. Voilà. Alors, quand j'ai eu la chance de l'entraîner entre 13 et 14 ans, c'était un tout petit bonhomme et puis qui était embêté par des soucis de blessures au genou, blessures de croissance. Donc voilà, l'année U14 a été un peu difficile pour lui. L'année U15, déjà, il avait pris 10 cm en un an et c'était pas fini. Et au-delà de cet aspect morphologique, il avait cet aspect technique qui était au-dessus de la moyenne. Donc c'est cette qualité de passe, cette qualité de dribble aussi. Et oui, dans les intentions de jeu, c'était quelqu'un qui était intéressant. Et tout le défi, c'était justement qu'il ne joue pas uniquement avec ce côté athlétique. Donc pour en faire un joueur plus étoffé, plus intelligent, plus efficace aussi, mais qui n'était pas que grand et fort. Un mot également sur deux joueurs, Valentin Rongier, Kofi Djidji, qui sont des titulaires en puissance qu'on va pouvoir découvrir également à l'antenne. Jean-Marcel, et notamment sur Valentin Rongier, est-ce qu'on n'avait pas en droit d'attendre un peu plus de ce joueur? Est-ce qu'il n'a pas un peu déçu dans ceux qui viennent de la formation nantaise? C'est celui dont on parlait le plus ces dernières années, et puis il a été blessé, et puis il a du mal à revenir. C'est un peu ça. Oui, comme c'est ça, c'est pour ça qu'il faut être aussi indulgent. Le foot n'est pas forcément une science exacte. Il a fait une superbe seconde partie de saison l'an passé. Enfin, on sait qu'il en a le potentiel. On attend... qu'il réédite quasiment la deuxième partie de saison qu'il a faite, sauf qu'il a démarré par une blessure, qu'il a quand même éloigné des terrains. À l'épaule, Voilà, jusqu'en septembre. Il revient, Claudio Ranieri ne le fait pas jouer à son meilleur poste, il le teste en soutien de l'attaquant sur un poste de faux numéro 10. Et on le revoit là, plus là à sa place, quoi. Ouais. Et il n'a pas pu enchaîner les matchs. Et je sais que sur les postes de milieu de terrain défensif, c'est bien de pouvoir enchaîner. Ce qu'il n'a pas pu le faire beaucoup. Il va lui falloir un peu de temps. Et pourquoi pas en 2018. Regardez le programme qui attend les Canaries à la reprise, qui reviendront le 27 décembre à la Jonelière et qui reprendront la compétition le 7 janvier avec ce 32e de finale de Coupe de France à Senlis. Puis ensuite, la réception très attendue du Paris Saint-Germain, ça sera le 14 janvier. Puis vous découvrez le reste du programme et du planning nantais qui peuvent enchaîner en 2018, d'après vous. On dit souvent que la trêve, le retour de trêve est toujours compliqué pour les joueurs parce qu'il faut retrouver les automatismes qu'on avait mis en place sur la première partie de saison. Moi, je pense qu'ils peuvent enchaîner. Deux, la 6e place peut être européenne et à l'exception de Nice qui est derrière, il y a quand même un trou qui est fait sur des équipes comme Guingamp et Montpellier qui vont aussi connaître des trous dans cette deuxième partie de saison, donc on peut y croire. Et l'autre raison d'enchaîner, c'est qu'ils n'ont pas lâché hier soir à Amiens pour le dernier match. Et surtout, c'est une équipe aussi qui sait qu'il y a 2 ans, elle était bien partie, elle s'est écroulée en fin de championnat et elle a passé à côté de quelque chose. L'année dernière, elle a fini en trombe, mais elle est passée à quelque chose qui a plombé son début de saison. Et je pense, dans la tête des joueurs, ils savent que là, ils tiennent quelque chose et qu'ils ne lâcheront pas. Enfin, je ne les vois pas lâcher. Et ça me rappelle un peu, on parle de Ranieri, mais ça me rappelle un peu, moi, l'OM version Unibop 2012-2013, qui avait fait enchaîner 18 victoires par un but d'écart et 12-1-0.
Et c'est une équipe qui n'avait rien lâché. On s'attendait à ce que ça craque, qu'on est toujours sur le fil. Et elle avait Et qui avait décroché la Ligue des Champions Exactement, en fin de place, saison. ouais. Oui. Alors la question qui se pose désormais, c'est est-ce que Léo Dubois sera là à la reprise? Je vous pose la question, messieurs. Il sera là pour le mois de janvier encore? Ah, pour janvier, il sera là, oui. Il sera là, c'est sûr. Oui. Il est en fin de contrat, on le rappelle, dans 6 mois, mais à partir du mois de janvier, il peut signer et s'engager où il le souhaite, parce que depuis quelques jours, eh bien, les médias l'envoient un peu partout. Regardez, il y a d'abord eu Marseille, puis maintenant Lyon, avant peut-être, on le disait, Nice, Monaco ou l'étranger. D'ailleurs, quelle destination lui conviendrait le mieux pour vous, Jean-Marcel? A priori, ce sera Lyon et c'est celle qui lui convient le mieux, je pense. Ouais. Marseille, c'est pas... C'est n'importe quoi, François. Bah, c'est n'importe quoi, j'en sais rien, je ne suis pas à l'intérieur du dossier, là. Je n'ai pas forcément d'infos, en tout cas moins que vous, les journalistes. Je dis simplement que Léo, et je lui fais confiance, à lui et à son entourage, trouvera le club et le projet qui lui conviendra le mieux. Je pense aussi qu'il serait resté volontiers dans ce club formateur qu'il aime, par-dessus tout, et qui restera, s'il doit partir, quelque chose d'énorme dans sa vie, dans sa carrière de joueur. Mais voilà, les On va rappeler que c'est vous qui l'avez découvert alors qu'il avait 14 ans du côté de Segré et qu'il l'avait amené au FC Nantes. Ouais, bah ouais. J'ai surtout eu le mérite d'écouter l'éducateur de Segré, Guénaël Menant, qui m'avait fait confiance en l'appelant. Et puis après, bah, j'ai fait mon rôle d'éducateur, tout simplement. Il faut rendre hommage aussi à tous ces dirigeants de petits clubs, entre guillemets, et qui proposent justement aux clubs professionnels les futurs talents. C'était un vrai gâchis, Jean-Marcel, de voir partir Léo Dubois, comme le disait François, lui qui aime ce club profondément et qui a demandé d'arrêter les négociations avec la famille Kita. Un vrai gâchis, quand on a un joueur qui est issu de la région, qui est formé ici, on aimerait qu'il fasse toute sa carrière comme Henri Michel ici ou comme Totti à la Roma. Donc ça peut l'être. Après, dans le foot d'aujourd'hui, il ne part pas non plus pour rien. Enfin, il part pour une progression sportive qui est logique dans un vrai plan de carrière à un moment où je pense que ça fait quand même 8 ou 10 ans, je crois, qu'il est au club. Donc c'est pas rien. En pro, on le voit que depuis 3-4 ans, mais ça fait 8 ou 10 ans qu'il est au club. Donc c'est peut-être en plus, je trouve que depuis 1 an et demi, il a vraiment franchi un cap, je trouve mentalement, quoi. C'est un joueur qui lâche rien, même s'il ne le montre pas sur le terrain. Il a un esprit combatif qui est très important, et je pense que c'est peut-être le moment pour lui, en tous les cas, d'aller se confronter à un autre niveau, et c'est dans une logique de progression aussi. Donc moi, ça ne me surprend pas, en tous les cas, qu'il fasse le choix de partir, même si on peut le regretter. Pour Nantes, notamment un poste de latéral droit, où c'est toujours très compliqué, il n'y en a pas pléthore en France. Quand on a un joueur comme ça, il faut savoir aussi le garder, quoi. En un mot, regardez ses stats à Léo Dubois, formé donc au FC Nantes, c'est sa 3e saison professionnelle, il en est le capitaine, 77 matchs de Ligue 1, 1 but, 10 passes décisives. François, ça vous surprend, vous qui le connaissez bien, que ça se passe mal finalement, alors que Valentin Rongier a prolongé, alors que Kofi Djidji a prolongé? Pourquoi pas lui? Je le regrette, parce que je suppose qu'il n'a pas reçu la proposition financière qu'il était en droit d'attendre de son club formateur, et la reconnaissance sur le terrain, il l'a, mais je suppose qu'elle doit être suivie d'une reconnaissance financière également. Alors, est-ce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il avait espéré? Je me doute qu'il y a un peu de ça aussi, dans sa volonté de ne pas re-signer, contrairement à d'autres qui sont issus du même club, de la formation nantaise. Ce que je trouve regrettable aussi, c'est de ne pas pouvoir conserver ce type de joueur-là. Là, on parle de Léo, mais il y en a eu d'autres un petit peu avant, sans avoir gagné un titre, sans avoir remporté une Coupe de la Ligue, une Coupe de France, sans s'être qualifié pour au moins l'Europa League, quelque chose comme ça, quelque chose qui fait qu'au moins la formation aura servi les intérêts de l'équipe première, sportivement parlant, à un moment donné. Ce qui est dommage, c'est qu'ils partent à des âges, on le voit pour Léo, c'est près de 100 matchs aujourd'hui, il va finir la saison, il sera pas dans les 100 matchs en Ligue 1, 23 ans, il arrive à maturité, il y a une vraie expérience, et ça se remplace pas du jour au lendemain, quoi. Et c'est vrai que la saison prochaine, c'est peut-être la saison pour lui où
où si on les additionne avec Valentin et les autres, où il y a une vraie stature, une vraie maturité. À maturité, oui. Et ça part. Donc là, on peut le regretter. Ouais. Il nous reste quelques secondes dans cette émission, messieurs. Est-ce que vous trouvez regrettable aussi que les supporters l'aient sifflé dimanche dernier à l'annonce de son nom nous, on l'a écrit avant. À la Beaujoire. Loïc Fouillot, un confrère, a essayé de le défendre avant pour expliquer oui, parce qu'on peut pas. C'est quelqu'un à qui on peut rien reprocher. On a écrit en fait qu'on pouvait avoir que des regrets, mais pas de reproches à lui faire. Et je trouve qu'il l'a montré en plus sur le terrain lors du dernier match à domicile, où il a fait un grand match, il est dans toutes les bonnes actions, et il ne laissera que des regrets, je pense. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux d'être passés sur le plateau de Foot. Merci également à Anne, à Nico, à Glenn et à Dany, et toute l'équipe se joint à moi d'ailleurs pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année. On se retrouve le 11 janvier pour un prochain numéro de Foot. D'ici là, vous savez que vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mais également le site internet de Télénantes, télénantes.com. Et puis passez de très bonnes fêtes, une très bonne fin de semaine. Salut!